La nuit tombait sur la ville quand Clara étala une dernière fois les papiers sur la table de sa petite cuisine silencieuse. Une enveloppe jaunie trônait au milieu des factures récentes, marquées d'un timbre effacé où on devinait le nom d'un village de montagne. Elle effleura ce papier rugueux du bout des doigts, comme si quelque chose de brûlant se cachait à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de ça pour le live de ce soir. Je veux juste faire un bon direct. Sa voix résonna dans la pièce vide, et elle se sentit ridicule, mais le silence qui suivit était plus lourd encore. Son téléphone vibra, et le nom de sa mère s'afficha sur l'écran avec une insistance familière. Clara décrocha, et une voix tendue lui demanda simplement de ne pas remuer les vieilles histoires liées à cette enveloppe. Sans répondre vraiment, elle promit d'y penser, puis coupa la communication et posa le téléphone loin de la table. Après quelques secondes d'hésitation, elle poussa l'enveloppe vers le bord, comme on éloigne un objet dangereux, et éteignit la lumière de la cuisine. Dans le salon, les écrans l'attendaient, sombres monolithes prêts à s'illuminer pour des milliers d'inconnus. Elle inspira profondément, alluma la caméra principale, et regarda son propre reflet se former sur la surface noire qui devenait peu à peu vivante. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts. Ce soir on va vraiment se faire peur. Même si le live ne commençait que plus tard, elle répétait à voix haute comme une actrice avant une première. Le sac à dos était déjà prêt, rempli de batteries, de lampes, de câbles, d'un micro de secours et d'une petite caméra de poche. Sur le canapé, Yanni vérifiait une liste sur son ordinateur portable, son front légèrement plissé malgré la routine. On a assez de batteries pour tenir jusqu'à l'aube, mais si tu veux faire durer le suspense, il faudra aménager les lumières. Si les lumières s'éteignent au mauvais moment, ça fera encore plus peur, tu ne crois pas? Tant que ça ne nous empêche pas de sortir de là, je suis prêt à jouer le jeu. Il referma le portable et glissa un dernier micro dans une poche du sac, puis il se leva pour enfiler une veste chaude. Clara regarda l'heure, fit un calcul mental du trajet et du temps de préparation sur place, puis hocha la tête comme devant une caméra invisible. On y va, ils attendent, tout se dirait depuis des semaines, je ne peux pas me rater. Elle ne dit pas à haute voix qu'elle avait besoin de ce succès bien plus qu'elle ne l'avouait, pour des raisons qui dépassaient les simples chiffres de vue. Dans la cage d'escalier de l'immeuble, leurs pas résonnèrent et se mêlèrent au bruit lointain des voitures dans la nuit froide. Le trajet en voiture les mena peu à peu vers des routes plus étroites, puis vers les lacets sombres d'une région de montagne que Clara ne connaissait que par des images. Tu sais que ce sanatorium, à la base, c'était un pensionnat pour filles, les infos en ligne sont assez floues, il y a plusieurs versions de l'histoire. Justement, c'est parfait, plus il y a de zones d'ombre, plus l'imagination des gens s'emballe, et plus le chat sera actif. Ce ne sont pas que des légendes, certaines familles d'ici n'aiment pas qu'on parle du passé, il faudrait éviter de leur manquer de respect. On va raconter ce que nous trouvons, rien de plus, et de toute façon personne ne sera là pour nous écouter à part les abonnés. La voiture s'enfonçait dans une nuit de plus en plus dense, les phares révélant, par à coups des murs de neige tassés sur les bas-côtés. Au loin, les silhouettes des montagnes découpaient un horizon sombre et immobile, comme un mur devant lequel on ne peut que s'incliner. Une pancarte indiquait le nom du village, le même que celui imprimé à demi, effacé sur l'enveloppe restée sur la table de la cuisine. Clara sentit un frisson remonter dans sa nuque mais se força à sourire, persuadée que ce n'était qu'une coïncidence utile pour sa narration future. À l'entrée du village, les maisons semblaient plutôt modernes, mais au-dessus d'elles, sur un éperon rocheux, une masse sombre dominait le paysage. Là, tu vois, c'est le bâtiment, juste à côté de la lisière du bois, il l'appelait Institut Saint-Maz. Clara colla son visage contre la vitre pour mieux distinguer la silhouette du sanatorium, un rectangle noir percé de fenêtres aveugles. Ils ne l'ont vraiment jamais transformé en hôtel ou en centre de vacances, on dirait que tout le monde préfère l'oublier. Il paraît qu'un projet a failli voir le jour, puis tout a été abandonné, certains disent que les travaux n'étaient pas rentables, d'autres ont peur d'autre chose. Ils laissèrent la voiture sur un petit parking recouvert de gravier glacé, puis chargèrent leur matériel sur leurs épaules avec des gestes habituels. Le vent qui descendait de la montagne était sec et piquant, il soulevait par moments de fines,
poussière de neige gelée qui s'écrasait contre leurs joues. Devant le portail de fer ouvrant sur une allée en pente, une silhouette attendait, immobile comme une statue. L'homme semblait taillé dans le même matériau que le portail, avec une veste épaisse, un bonnet sombre et des mains noueuses serrées sur un trousseau de clés. Vous êtes en avance, ou bien c'est la nuit qui est en retard, je ne sais jamais comment il faut le dire ici. Vous êtes Monsieur Brené, le gardien, dont on m'a donné le numéro. Merci d'avoir accepté de nous ouvrir. Je garde surtout les portes fermées, mais de temps en temps il faut les laisser s'ouvrir un peu, pour que l'air puisse entrer ou sortir. Sa voix râpeuse portait un accent de montagne, un peu chantant malgré la gravité de ses paroles. Nous ne resterons pas après l'aube, c'est promis. C'est juste pour un direct de quelques heures, tout est bien organisé. L'aube ne suit pas toujours l'horloge, ici, parfois elle tarde, parfois elle vient trop tôt, mais je vous conseille de ne pas la faire attendre. Il se retourna et poussa le portail, qui gémit longuement, comme un animal réveillé de force. L'allée montait vers le bâtiment, bordé de sapins dont les branches alourdies de neige formaient un tunnel sombre. En marchant, Clara leva plusieurs fois les yeux vers les fenêtres, persuadée d'apercevoir un mouvement derrière un carreau, mais chaque fois ce n'était que le reflet des étoiles. À l'entrée, la porte principale était massive, renforcée de bandes de métal, et un ancien interphone rouillé pendait de côté comme un œil crevé. On a installé un système électrique moderne, mais je préfère les clés, elles ne tombent pas en panne sans prévenir. Il choisit une clé plus grande que les autres, et l'introduisit dans la serrure avec une lenteur presque cérémonielle. La porte s'ouvrit sur un couloir froid, avec des murs couleur crème écaillée, et un sol de carreaux qui renvoyait le moindre bruit de pas. L'air sentait la poussière ancienne, et le désinfectant évaporé, comme si le temps lui-même avait été pulvérisé ici. La connexion réseau passera, tu crois, à travers ces murs, ou on devra se contenter d'un enregistrement. D'après le test que j'ai, il y a assez de signal pour un flux, mais on ne saura vraiment qu'au moment de lancer le direct. Le bâtiment n'aime pas trop qu'on parle de lui à l'extérieur, alors si la voix se coupe, ce n'est pas forcément à cause des antennes. Il eut un sourire mince, difficile à interpréter, puis fit signe à Clara de le suivre vers la droite. Avant de vous laisser, je dois vous montrer une chose, c'est la seule condition que j'ai mise pour accepter. Ils traversèrent un court couloir, puis débouchèrent dans un espace plus large où la lumière de leur lampe dessinait des arcs sur les plafonds voûtés. Là se tenait un grand miroir sur pied, à moitié recouvert d'un drap gris et couvert d'une fine pellicule de givre sur la partie visible. On le déplace parfois, mais il revient toujours là, comme un chien qui retrouve le chemin de sa niche. Il posa la main sur le drap, hésita une seconde, puis tira le tissu d'un geste sec. Le miroir apparut, fendu en diagonale, la fissure dessinant une ligne qui coupait en deux le reflet de Clara et de Yanni. C'est parfait pour l'ambiance, on dirait presque que la glace va s'ouvrir en deux, mes abonnés vont adorer ce genre de visuel. Ne restez pas longtemps devant et ne filmez pas ce miroir sans réfléchir, certaines images attirent plus qu'elles ne repoussent. Vous voulez dire que le miroir montre autre chose que notre reflet, ou que les gens se font des idées en le regardant trop? Je veux dire que ceux qui restent plantés là finissent par ne voir plus que ce qu'ils craignent le plus, et parfois ce qu'ils devraient aimer. Il glissa dans la poche de sa veste un trousseau plus petit, en sortit une clé isolée, plus fine, ternie par les années. Il y a aussi cette porte, tout en haut, sous les combles, mieux vaut la garder fermée, mais vous insisterez sûrement, alors autant vous donner la clé tout de suite. Il tendit la clé à Clara, qui la prit sans plaisanterie cette fois, consciente de la gravité étrange du geste. On verra si on l'utilise, ce sera au public de décider. C'est en direct, après tout, je laisse souvent le chat influencer le parcours. Laissez aussi la montagne décider un peu, elle a plus d'expérience que vos spectateurs. Ses yeux se posèrent un instant sur le prénom de Clara inscrit sur le badge qu'elle portait autour du cou, et une ride, nouvelle, sembla apparaître au coin de sa bouche. J'ai déjà lu ce nom dans les registres, en haut, dans les archives. Il paraît que les familles n'oublient jamais vraiment, mais elles se taisent.
Avant que Clara puisse demander des précisions, il se détourna et se dirigea vers la sortie avec une lenteur obstinée. Je repasserai au lever du jour. Si le chemin n'est pas coupé par la neige, alors restez près des portes au cas où. La porte principale se referma derrière lui avec un bruit sourd qui résonna longtemps dans le couloir. Pendant un court instant, Clara eut l'impression que le bâtiment retenait un souffle invisible, comme un animal qui écoute les intrus entrer dans sa tanière. On devrait installer la caméra principale dans ce hall. On a le miroir, la profondeur du couloir et un bon point pour capter le réseau. Oui, et on gardera la caméra de poche pour explorer les étages. Le chat pourra nous guider avec des votes ou des commentaires. Ils déposèrent leurs sacs au pied du miroir, et le hall prit des allures de studio improvisé, avec des câbles qui serpentaient comme des veines noires sur le sol clair. Clara approcha son visage du miroir fondu, juste assez pour distinguer les petites cristallisations de givre le long de la fracture. Son reflet semblait légèrement décalé, comme si le côté gauche de son visage réagissait avec un temps de retard par rapport au droit. Tu vois ça? Ou c'est juste mon imagination? J'ai l'impression qu'il y a un petit délai dans mon reflet. C'est sûrement la lumière de nos lampes qui joue avec les angles. Recule un peu, sinon tu vas trop t'oxyder sur ton propre visage pendant le direct. Elle recula d'un pas, puis se tourna vers l'une des caméras et fit un signe, prête à lancer l'enregistrement d'essai. Est de son, test de lumière, dites bonsoir dans le chat, même si je ne vous vois pas encore. Je sais que certains d'entre vous attendent déjà. Sa voix se fit plus enjouée, prenant le ton qu'elle réservait habituellement à ses vidéos déjà montées, mais un léger tremblement trahissait l'attention. Yanit ajusta le cadre, vérifia le retour sur l'écran, puis leva le pouce en signe d'accord. Quand tu veux, je lance le signal, on passera en direct d'ici quelques secondes. Je crois que le bâtiment va devenir célèbre. Ou c'est moi qui vais enfin le devenir encore plus. Ce lieu a besoin d'une histoire, et moi j'ai besoin d'un décor. Il appuya sur une touche, l'icône du flux changea de couleur, et une petite notification indiqua que la connexion était établie avec la plateforme. Clara se redressa, fixa la caméra principale, et la lumière rouge du témoin d'enregistrement lui donna l'impression de croiser un œil vivant. Bonsoir, ici Clara. Vous êtes en direct avec moi dans l'ancien Institut Saint-Marthe, perdu dans les montagnes. Là où le vent raconte encore ce que les gens ont voulu oublier. Elle fit une courte pause, laissant le temps au compteur de spectateurs de grimper, au premier message de chat de s'afficher sur l'écran à côté d'elle. Merci à celles et ceux qui se sont connectés malgré l'heure. Vous pouvez déjà me dire si le son est bon, si l'image n'est pas trop sombre, et si vous voyez quelque chose derrière moi. Elle tourna légèrement la tête vers le miroir, offrant au public la moitié de son profil et la fracture glacée de la vitre. Les premiers messages s'affichèrent, certains lui souhaitant bonne chance, d'autres réclamant du sensationnel, un ou deux se moquant de sa tenue trop légère pour un tel froid. Je vois vos messages, certains d'entre vous ont déjà peur du miroir, c'est parfait, il paraît qu'il renvoie parfois autre chose que les visages. Elle se déplaça pour laisser davantage de place au reflet du couloir derrière elle, voulant que les spectateurs scrutent chaque recoin de l'image. Yanni, discret, ajustait encore la caméra, mais sa silhouette apparaissait par instant dans le cadre, ombre silencieuse qui rassurait autant qu'elle inquiétait. On va commencer par explorer le rez-de-chaussée. Puis on laissera le chat voter pour l'étage suivant. Vous pourrez choisir entre la chapelle, les dortoirs ou les anciens bureaux. Sa voix plus posée complétait celle de Clara, et bon nombre de spectateurs se sentaient rassurés par ce ton calme au milieu de l'excitation. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager le live. Plus on sera nombreux, plus les esprits auront envie de se manifester, c'est ce qu'on dit. Elle ponctua sa phrase d'un sourire que la caméra saisit avec précision, le transformant en une invitation presque intime. Ils se mirent en marche dans le couloir, la caméra principale restant fixe, tandis qu'une seconde caméra de poche, tenue par Clara, offrait une vue plus tremblée et immersive. Le chat réagissait à chaque craquement de plancher, à chaque souffle de vent qui s'infiltrait par les fenêtres mal closes. Au bout du couloir, une porte écaillée portait encore un petit panneau où l'on distinguait un mot à moitié effacé. On dirait que c'était une salle d'études ou quelque chose comme ça. Je vais voir ce qui se cache derrière. Elle tourna la poignée,
La porte résista un peu, puis céda dans un gémissement prolongé qui fit grimper le nombre de commentaires alarmés. La lampe de Clara révéla des tables en bois, un tableau noir partiellement recouvert de poussière, et des étagères bancales où reposaient quelques livres gonflés par l'humidité. C'est là que je devais aller. J'adore tomber sur des vieux cahiers, sur des objets qui ont appartenu à des personnes qui n'ont jamais imaginé qu'on les regarderait sur un écran, un siècle plus tard. Sur une table, proche de la fenêtre, une petite boîte métallique attira son attention, tachetée de rouille, mais encore fermée. Elle posait la caméra de poche de façon à ce que le chat puisse voir ses mains, puis tenta d'ouvrir la boîte, qui céda dans un claquement sec. À l'intérieur, un carnet relié de cuir, serré par une lanière, reposait sur un lit de poussière grise. Regardez ça, on dirait un journal, la couverture est usée, mais il a l'air d'avoir été important pour quelqu'un. Elle défit la lanière avec précaution, comme si elle déliait un secret encore vivant. Sur la première page, un prénom était écrit d'une écriture régulière, ponctuée de boucles appliquées. Il y a un prénom, Lucie, c'est simple et beau, et c'est surtout très ancien, en jugé par l'encre. Le chat s'embrasa, réclamant que Clara lise, à haute voix, certains proposant déjà des théories sur le destin de la mystérieuse Lucie. Si vous voulez que je lise, faites-le savoir. Je vois déjà plusieurs messages qui demandent la même chose, alors je vais essayer de vous faire voyager un peu dans le temps. Elle tourna la page et commença à déchiffrer la première entrée, écrite en français un peu suranné, mais encore très lisible. Lucie écrit qu'elle est arrivée ici un matin de neige, que ses doigts étaient déjà engourdis avant même de passer la porte, et qu'elle avait l'impression d'entrer dans un autre monde. Elle résumait les phrases, alternant lecture directe et paraphrase pour que le flux reste fluide et compréhensible pour ses spectateurs. Au fil de sa lecture, un détail attira son attention, une phrase où Lucie décrivait le reflet de son visage dans un miroir du dortoir. Elle parle d'un grand miroir avec une fissure qui coupe le visage en deux. Elle dit qu'elle a eu peur parce qu'elle ne se reconnaissait plus. Yanni, resté près de la porte, échangea un regard avec Clara, conscient du lien entre ce passage et le miroir du hall. Demande aux chats s'ils veulent qu'on redescende lire ce journal devant le miroir, ça pourrait faire un signal très fort pour le direct. On pourrait, mais d'abord je veux voir s'il y a d'autres indices ici. Peut-être un dessin, un nom, quelque chose qui relie ce journal au reste du bâtiment. En feuilletant quelques pages, elle trouva des descriptions du froid mordant, des heures de silence imposées, et du son d'un violon dans la chapelle. Lucie parle d'une religieuse qui joue du violon le soir. Elle dit que c'est la seule chose qui réchauffe un peu les murs avec le feu de la petite chapelle. Les spectateurs commencèrent à parler de musique, certains demandant si l'on entendait vraiment un violon dans le fond, d'autres affirmant reconnaître quelques notes. Clara fronça les sourcils, concentra son attention sur le son capté par le micro, mais ne perçut que le vent et les craquements. Pour l'instant, je n'entends rien, mais si vous captez quelque chose dans les écouteurs, notez l'instant précis, je regarderai la rediffusion plus tard. Elle referma doucement le journal et le glissa dans son sac, promettant au chat de le rouvrir plus tard, dans un endroit plus chargé en symboles. Ils quittèrent la salle d'études et revinrent vers le hall, où le miroir semblait les attendre, immobile et pourtant différent. La fissure paraissait plus marquée, comme si elle s'était agrandie depuis leur première arrivée. Vous voyez, je n'avais pas rêvé, j'ai vraiment l'impression que la fissure n'était pas aussi longue tout à l'heure. Le froid travaille le verre, il se dilate et se contracte. On va dire que c'est ça. Sinon tu vas refuser de rester devant pour la scène que tu voulais faire. Clara sourit, mais ses yeux restaient fixés sur la fracture qui croisait presque la ligne de ses lèvres dans le reflet. D'accord, on va faire ce que vous avez demandé dans le chat. Je vais lire le journal de Lucie devant ce miroir. Je veux voir si les mots résonnent autrement ici. Elle se plaça face au miroir, la caméra principale cadrant son dos et son reflet en même temps, tandis que la caméra de poche offrait une vue plus proche de ses mains et du carnet. Elle rouvrit le journal à une page au hasard, laissant presque le bâtiment choisir le passage lui-même. J'ai froid jusque dans les os, même sous les couvertures, et la nuit de silence est si lourd que j'ai peur d'entendre mes propres pensées. La voix de Clara laissait passer les mots de Lucie, mais dans l'esprit des spectateurs, c'était déjà la fillette qui parlait. On dit que certaines filles sont parties,
qu'elles ont été renvoyées, mais personne ne porte leurs valises, personne ne vient les chercher, elles disparaissent simplement. Le nombre de spectateurs augmentait, attirés par les partages et par l'atmosphère qui se faisait de plus en plus dense. Il y a une sœur qui me regarde avec tristesse. Je crois qu'elle veut nous aider, mais elle doit obéir à un homme qui dit que tout cela est nécessaire pour notre salut. Au moment où ces mots furent prononcés, un léger grincement se fit entendre, comme si quelqu'un effleurait le cadre du miroir de l'autre côté. Tu as entendu? Il y a eu un bruit juste là. Tes abonnés le signalent aussi, le chat s'enferme. Oui, je l'ai entendu. On va continuer. Tant que le bâtiment ne nous demande pas de nous taire, on lit. Elle tourna encore une page, où l'écriture de Lucie se faisait plus nerveuse, plus serrée. Cette nuit, on a entendu un grondement, le sol tremblait, certaines filles ont voulu courir vers la porte, mais on nous a ordonné de rester dans nos lits. Le chat se remplit de messages indiquant que l'image se pixelisait par moments, comme si quelque chose interférait avec le flux. J'ai vu la sœur qui tenait une clé dans sa main, elle pleurait, mais elle n'a pas ouvert, et je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne pouvait pas, ou parce qu'elle avait peur. Un courant d'air froid passa le long du couloir, soulevant un peu le drap abandonné sur une chaise à proximité du miroir. Il faudrait qu'on passe par la chapelle maintenant. Le journal en parle souvent, et tes spectateurs veulent voir l'endroit où le violon résonnait. D'accord. On va leur donner ce qu'ils demandent. On reviendra au miroir plus tard. Je sens qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ils installèrent la caméra principale sur un trépied, laissant le miroir dans le champ, puis partirent avec la caméra de poche vers le couloir qui menait à la chapelle. Le sol était plus irrégulier ici, et les murs portaient encore des traces de croix peintes à même la peinture écaillée. La porte de la chapelle était entr'ouverte, et la lumière de la lampe révéla un autel sobre, des bancs alignés et un plafond légèrement voûté. C'est ici que Lucie venait écouter le violon. Vous voyez, les bancs sont encore là. On dirait qu'ils attendent que quelqu'un s'y assoie. Sur un côté, près d'un litrin, un objet sombre reposait contre le mur, à moitié couvert d'innocent tissu. Clara s'approcha et souleva doucement le tissu, dévoilant un violon à la surface craquelée, dont les cordes semblaient neuves malgré tout. C'est le violon dont elle parlait, ou un autre, mais en tout cas l'image est parfaite. Même abîmé, il a quelque chose de noble et de triste. Elle n'osa pas en jouer, consciente que le moindre son risquait de transformer l'atmosphère en quelque chose de plus intense encore. On pourrait le laisser là et simplement le filmer. Le chat se débrouillera pour imaginer la musique. Parfois c'est plus puissant que de vraiment la faire entendre. Les spectateurs se mirent à commenter frénétiquement, certains jurant entendre déjà quelques notes lointaines qu'aucun micro ne captait clairement. Clara posa une main légère sur le bois, fermant les yeux un instant, comme pour saluer silencieusement celle ou celui qui avait autrefois joué ici. Puis, elle rouvrit le journal, pour y chercher un passage parlant explicitement de la chapelle. Quand la sœur joue, le froid recule un peu, on oublie nos doigts engourdis, et les règles qui serrent autour de nos épaules, la musique ouvre une porte que personne ne peut verrouiller. Ce genre de phrase, lue dans ce lieu, prenait un relief presque insoutenable pour certains spectateurs sensibles. Mais il y a des soirs où elle range le violon trop tôt, et c'est alors que nous entendons d'autres bruits, dans les couloirs, derrière les murs, comme si l'Institut lui-même respirait. Une vibration légère traversa le micro de la caméra, un souffle qui pouvait être le vent, mais qui, ici, devenait un signe parmi d'autres. On devrait monter voir les dortoirs, c'est là que tout a commencé pour les filles, et peut-être que tu y trouveras d'autres traces de cette Lucie. Je vois dans le chat que tout le monde réclame cette fameuse porte des combles aussi. Mais on va y aller par étapes, sinon on grille toutes les cartouches d'un coup. Ils quittèrent la chapelle et empruntèrent un escalier plus étroit, dont les marches craquaient sous leur poids comme si elles protestaient à chaque pas. Les murs se rapprochaient, et la lampe dessinait des ombres longues qui se déformaient avec le mouvement de la caméra. Le premier dortoir s'ouvrait sur une pièce longue, avec des rangées de lits de fer alignés, certains encore garnis de matelas jaunis. Imaginez ces lits occupés, imaginez des dizaines de filles allongées ici, dans le froid. C'est presque étrange de pouvoir marcher entre les rangées sans déranger personne. En avançant, elle remarqua sur le mur du fond une série de marques, comme des traits de crayon ou de craie, disposés en lignes irrégulières.
En s'approchant, elle distingua des prénoms, écrits en lettres tremblées, parfois barrés, parfois entourés. Il y a des prénoms partout sur ce mur. Certains sont répétés, certains ont été effacés. C'est comme si quelqu'un essayait de ne pas oublier. Elle passa le doigt sur l'un des noms et sentit que la surface du mur était plus lisse à cet endroit, comme si la main avait insisté longtemps. Un prénom attira particulièrement son attention, écrit une première fois, puis rayé, puis réécrit plus bas. Ce prénom était identique à celui de l'arrière-grand-tante dont on ne parlait jamais dans sa famille, et que l'enveloppe sur la table évoquait silencieusement. Les spectateurs ne pouvaient pas savoir ce détail intime, mais ils voyaient l'expression de Clara changer, sa gorge se serrer, ses doigts trembler un peu. Je crois que quelqu'un a utilisé ce mur pour se souvenir de celle qui partait sans dire au revoir. C'est un mémorial improvisé avant l'heure. On devrait peut-être montrer le mur à la caméra principale plus tard pour que les gens puissent faire des captures. Il y a quelque chose de très fort ici. Clara hocha la tête, mais une partie d'elle aurait préféré que ce mur reste hors champ, comme un secret entre les ombres du dortoir. En tournant, son regard fut attiré par une petite forme sous un lit, un objet qui reflétait faiblement la lumière. Elle se pencha, tendit la main et en sortit une petite boîte à musique, couverte de poussière mais encore intacte. Voilà encore un objet parfait pour nos esprits, une boîte à musique abandonnée, probablement oubliée par une fille qui n'a jamais eu le temps de la récupérer. Elle hésita à la remonter, imaginant la mélodie cassée qui pourrait s'en échapper, puis décida de la garder pour plus tard. Le chat continuait à réclamer qu'on monte jusqu'au comble, certains écrivant le mot-clé avec insistance, comme un mantra. Bon, je vois bien que vous voulez tous la même chose, la fameuse porte sous les toits. Alors on va céder, mais ce sera pour un segment spécial. Restez bien là. Ils regagnèrent le couloir et trouvèrent l'escalier plus étroit encore qui montait vers le dernier niveau, l'endroit où le gardien avait recommandé de ne pas s'attarder. La clé que Clara portait dans sa poche sembla peser plus lourd à chaque marche, comme si le métal se gorgeait de l'air glacé. En haut, un palier minuscule donnait sur une seule porte, plus basse que les autres, avec une peinture sombre écaillée par endroits. Clara sortit la clé et la fit tourner doucement dans la serrure, qui opposa une résistance avant de céder dans un cliquetis sec. Je vous rappelle qu'on est en direct, si quoi que ce soit se passe. Vous en serez témoin, avec nous, personne ne pourra dire que c'est un montage. Elle poussa la porte, révélant une petite chambre mansardée, avec un lit de fer étroit, une table, une chaise et un mur couvert d'inscriptions. La lampe balaya la pièce et s'arrêta sur ces lignes d'encre et de charbon qui recouvraient presque chaque centimètre de la paroi principale. À la différence du dortoir, les noms ici étaient alignés méthodiquement, accompagnés parfois d'une date ou d'un mot ajouté plus tard. C'est comme un carnet géant, écrit sur le mur pour ne pas pouvoir être fermé. Qui que ce soit qui ait fait ça voulait que les noms restent visibles. Sur la table, entre la poussière et quelques débris, reposait un autre carnet, plus mince, dont les pages étaient remplies d'une écriture nerveuse. Clara approcha, l'ouvrit et lut les premières lignes pour elle-même, découvrant une signature différente de celle de Lucie. Je ne sais plus à qui j'obéis, à Dieu, à mes vœux, ou à ma peur de perdre ma place. Ils me disent de compter les filles, de noter celles qui toussent trop, celles qui restent trop silencieuses. Les mots de sœur Agnès, que Clara lisait, semblaient imprégner l'air de la petite chambre d'une tension presque physique. On me demande de fermer certaines portes, on me dit que c'est pour éviter la panique. Mais j'entends les poings frappés et les prières des enfants qui se brisent contre le bois. Le chat se fit un peu plus silencieux, comme si même les plus joueurs des spectateurs sentaient que quelque chose d'autre était en train d'advenir. Elle parle de listes, de registres, de familles influentes qui ont préféré ne pas voir certaines colonnes de chiffres, et je crois reconnaître un nom dans ce qu'elle décrit. Elle s'interrompit, consciente qu'elle glissait sur une pente que ses spectateurs ne pouvaient pas totalement percevoir. Tu peux choisir de ne pas tout lire, même en direct. Tu as le droit de garder certaines choses pour toi, ce n'est pas une obligation de tout offrir au public. Je sais, mais si je suis là, c'est aussi pour faire ce que personne n'a fait avant, pour dire ce qui a été tu, et pas seulement pour me faire peur devant une caméra. Elle tourna plusieurs pages, tombant sur des dates et des remarques en marge, des annotations où l'on sentait la culpabilité ronger la main qui écrivait. J'ai barré un nom, puis je l'ai réécrit,
Je ne peux pas décider si cet enfant a été sauvé ou sacrifié. Je sais seulement que sa famille préfère ne pas le savoir. Le regard de Clara glissa vers le mur couvert de noms, cherchant celui qui avait été rayé puis réinscrit, comme dans le dortoir. Elle le trouva, et son cœur se serra lorsque ses yeux confirmèrent ce qu'elle redoutait, le lien entre sa propre lignée et cette liste d'innocents disparus. Il y a ici plus qu'une simple histoire pour une chaîne, il y a quelque chose que ma famille a voulu enfouir, et je ne suis pas sûre d'avoir envie de continuer, mais je ne peux plus reculer. Les spectateurs, qui ne comprenaient pas encore tout, ressentirent toutefois l'hésitation, et certains l'encouragèrent à suivre ce chemin douloureux. Le bâtiment semblait écouter chaque mot, chaque souffle, comme s'il attendait qu'on nomme enfin ce qui était resté anonyme trop longtemps. Soudain, une vibration secoua légèrement le sol, comme un souvenir de grondement, un écho affaibli de la nuit de l'avalanche. Tu as senti ça? La caméra a bougé toute seule, on dirait que quelque chose passe sous nos pieds, alors que nous sommes tout en haut. La montagne nous rappelle qu'elle était là, elle aussi, cette nuit-là, elle a gardé des corps et des secrets, ce ne sont pas que des murs qui en parlent. Clara se rapprocha de la caméra, comme pour se confier directement au spectateur, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Vous êtes des centaines à regarder, peut-être des milliers si la rediffusion fonctionne, et je veux que vous soyez les témoins de ce qu'on va faire maintenant. Elle referma le carnet d'Agnès, glissa la boîte à musique dans la poche de sa veste et redescendit lentement vers le hall avec Yanni. Chaque marche semblait plus lourde, plus certaine, comme si le chemin inverse était tracé d'avance. En arrivant en bas, le miroir les accueillit avec son reflet brisé du couloir, où les ombres paraissaient plus nombreuses qu'avant. La caméra principale fonctionnait toujours, le flux continuait, mais certains spectateurs signalaient des coupures étranges, des images dupliquées, des silhouettes qui apparaissaient puis disparaissaient trop vite. Je veux faire quelque chose, ici, devant ce miroir, je veux lire les noms sur les murs, les noms du journal et ceux de la liste d'Agnès. Elle posa le carnet et le journal au pied du miroir, plaçant la boîte à musique à côté, comme une offrande. Puis elle décrocha le violon de la chapelle qu'ils avaient ramené, le posa contre le cadre du miroir, complétant un autel improvisé. Ce ne sera pas une séance pour le spectacle, même si vous regardez, ce sera une sorte de cérémonie. Je ne sais pas si j'ai le droit de l'appeler comme ça, mais je vais le faire quand même. Le chat se divisa entre ceux qui riaient nerveusement de cette gravité inattendue et ceux qui écrivaient des messages de soutien, parfois simplement un merci. Clara respira profondément, puis se plaça face au miroir, la caméra captant son visage, ses yeux dans les yeux de son reflet fragmenté. Je vais commencer par les noms qui reviennent le plus souvent dans les murs et dans les pages. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, il suffit d'écouter. Elle se mit à réciter les prénoms, un par un, articulant chaque syllabe avec soin, comme si elle appelait les personnes dans une salle d'appel. À chaque nom prononcé, le vent derrière les fenêtres semblait changer de tonalité, gagnant ou perdant en force pour quelques secondes. Les spectateurs écrivaient parfois un prénom identique au leur, surpris, parfois troublés de cette coïncidence. Clara approcha du moment où elle devrait prononcer le nom de l'arrière-grand-tante, dont on avait effacé le souvenir en sa famille. Sa gorge se serra, ses lèvres tremblèrent, mais elle refusa de détourner le regard du miroir. Je ne peux pas continuer à me taire, alors je vais dire ce nom. Même si personne ne l'a prononcé depuis des décennies, il faut qu'il existe à nouveau. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit d'abord, comme si l'air lui manquait soudain. Un léger tintement s'éleva alors, la boîte à musique s'étant mise à jouer toute seule, une mélodie simple, fragile, proche de celle du violon évoqué par Lucie. Le son sembla pousser la voix de Clara vers l'avant, et il put enfin prononcer le prénom et le nom interdit. Au moment où ce nom franchit ses lèvres, la fissure du miroir sembla vibrer, la glace paraissant respirer un instant. Certains spectateurs jurèrent avoir vu une silhouette d'enfant se tenir derrière Clara dans le reflet, une petite forme immobile, les mains serrées sur un objet invisible. Yanni, derrière la caméra, sentit une boule se former dans sa gorge, se rappelant brusquement les histoires que sa grand-mère lui avait racontées sur un infirmier disparu dans une avalanche. Je crois que ce n'est plus seulement ton histoire ni celle de ce lieu, c'est quelque chose qui nous dépasse tous les deux, et même tes abonnés, c'est plus vaste que le direct.
Clara continua de lire des noms, mélangeant ceux des murs, ceux du journal, ceux des lettres, créant une litanie qui transformait le hall en une nef invisible. Le violon resta muet, mais la boîte à musique poursuivait sa rotation, comme si une main légère lui imprimait un mouvement régulier. Soudain, la connexion vacilla, l'image se figea sur le visage de Clara, puis sur la fissure du miroir, comme si le flux hésitait à continuer. Les spectateurs virent quelques secondes d'écran noir, puis le direct reprit, mais avec un léger décalage, un écho entre le son et l'image. Clara, qui n'avait pas conscience de cette perturbation, acheva sa liste en murmurant un dernier merci aux enfants qui avaient bien voulu prêter leur nom à sa voix. Voilà, je crois que je ne peux pas faire beaucoup plus ce soir. Je ne sais pas si ça change quelque chose pour elles, pour eux, mais au moins nous avons entendu leur nom ensemble. Le compteur de spectateurs commença à diminuer légèrement, certains quittant le live avec un sentiment de malaise, d'autres restant fascinés. Annie fit signe à Clara que la batterie principale approchait de sa fin et qu'il serait prudent de conclure le direct avant d'être plongé dans le noir complet. On devrait bientôt arrêter, la neige tombe plus fort dehors, on ne sait pas ce que la route va devenir et la connexion ne va pas rester stable éternellement. D'accord, je vais faire un dernier tour avec la caméra de poche, pour vous montrer une dernière fois le couloir et le miroir, puis on dira au revoir. Elle prit la caméra légère, fit quelques pas en arrière, offrant un plan plus large du hall, du miroir, de l'improvisé hôtel de bois et de papier. Ses yeux se posèrent une dernière fois sur son propre reflet fissuré, et elle remarqua que ses traits semblaient plus âgés, ou plutôt plus chargés. Merci à vous d'avoir tenu jusque-là. Je ne sais pas ce que vous avez vu exactement sur vos écrans, mais nous avons vraiment marché avec les fantômes du lieu cette nuit. Elle sourit, un sourire fatigué mais sincère, puis elle salua la caméra d'un geste lent, presque solennel. Et Annie coupa le flux, la lumière rouge s'éteignit, et le bâtiment retrouva une partie de sa nuit, moins observée mais pas moins habitée. Ils rassemblèrent leur matériel dans un silence inhabituel, chacun plongé dans ses pensées, la boîte à musique désormais immobile dans la poche de Clara. En sortant, ils trouvèrent Brené devant la porte, comme s'il avait attendu leur apparition avec la patience des pierres. Vous êtes revenus en un seul morceau, c'est déjà ça. Certains partent d'ici avec l'esprit un peu trop fragmenté, si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons lu des noms, nous avons entendu un peu de musique, et beaucoup de silence. Je ne sais pas encore ce que cela signifie. Les noms aiment être prononcés, même si ceux qui les portent ne sont plus là, la montagne les garde mieux quand on les appelle correctement. Il posa un regard plus doux sur Clara, comme s'il voyait désormais en elle autre chose qu'une simple youtubeuse à la recherche de sensations. Peut-être que vous reviendrez un jour, mais pas pour filmer, juste pour vous souvenir, c'est parfois suffisant. La route du retour fut silencieuse, le moteur murmurant à peine plus fort que le vent qui glissait le long de la carrosserie. Clara gardait la main sur la poche où se trouvait la petite boîte à musique, comme si elle craignait qu'elle s'en échappe. De temps en temps, Annie jetait un coup d'œil vers elle, hésitant à parler, mais respectant ce silence nouveau qui les unissait. De retour en ville, la lumière des réverbères sembla agressive, presque artificielle, après la pénombre vivante du sanatorium. Clara rentra seule dans son appartement, posa le sac dans l'entrée, retira sa veste, et resta un moment arrêtée, comme si elle ne reconnaissait plus vraiment les lieux. Sur la table de la cuisine, l'enveloppe jaunie l'attendait toujours, immobile, mais chargée d'un poids invisible. Elle s'assit, sortit la boîte à musique de sa poche et la posa à côté de l'enveloppe, rapprochant ainsi deux objets que des décennies séparaient. Sans réfléchir davantage, elle ouvrit enfin l'enveloppe, et en sortit une lettre écrite d'une écriture fine, difficilement lisible à cause de l'encre pâlie. La lettre parlait d'une jeune fille envoyée dans un établissement de montagne, pour des raisons de santé, et qui n'était jamais revenue, la famille ayant préféré garder le silence plutôt que d'exiger des explications. En lisant, Clara comprit que le nom prononcé devant le miroir cette nuit-là avait été volontairement effacé des conversations familiales, comme un mot interdit. Elle posa la lettre, remonta la boîte à musique, et laissa la mélodie fragile se répandre dans l'appartement, comme un pont entre le passé et le présent.
Quelques jours plus tard, la rediffusion du livre fut mise en ligne sur la chaîne, et les commentaires commencèrent à affluer à un rythme inhabituel. Beaucoup de spectateurs remerciaient pour l'atmosphère, d'autres confiaient avoir entendu leur propre prénom murmurer à un moment précis, même s'il n'avait pas été prononcé. Certains affirmaient que la vidéo se lançait toute seule quand l'horloge approchait de minuit, mais Clara savait que les algorithmes avaient parfois l'air de jouer avec les superstitions. Devant l'écran, elle relisait la description qu'elle avait écrite pour la vidéo, plus sobre que d'habitude, insistant sur le souvenir et la mémoire plutôt que sur le simple frisson. La chaîne connaissait un regain d'intérêt, de nouveaux abonnés affluaient, mais la joie pure avait laissé place à un sentiment plus complexe, une responsabilité nouvelle. Le soir, en se démaquillant dans la salle de bain, elle releva la tête et croisa son regard dans le miroir au-dessus du lavabo. Pendant une fraction de seconde, elle crut voir derrière elle la silhouette d'une fillette en robe claire, les mains posées sagement sur un violon invisible. Quand elle se retourna, il n'y avait évidemment personne, mais la mélodie de la boîte à musique résonnait encore dans sa mémoire. Dans sa chambre, le carnet de Lucie, le cahier d'Agnès et la lettre de famille reposaient sur la même étagère, comme trois voix qui chuchotaient rarement, mais ne se taisaient plus complètement. Le miroir de l'institut restait là-bas, dans le hall, à attendre d'autres regards, mais Clara avec un éclair invisible en avait suivi la route jusqu'ici, dans ses rêves et dans les yeux de ses spectateurs. Et maintenant, toi qui écoutes cette histoire, toi qui es resté jusqu'à ces derniers mots, tu fais aussi partie de ceux qui ont entendu ces noms oubliés. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, merci d'avoir laissé entrer un peu de ce froid de montagne et de ces voix lointaines dans ta nuit. Si cette histoire t'a touché, si tu as frissonné, ou réfléchi en l'écoutant, n'hésite pas à appuyer sur le pouce qui indique que tu as aimé la vidéo, ton soutien compte vraiment. Abonne-toi à la chaîne Histoire courte de fantômes pour ne pas manquer les prochaines nuits passées en compagnie des revenants, des lieux hantés et des mémoires qui refusent de disparaître. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti, pour me raconter ce que tu as vu ou cru voir dans les reflets et les silences. Je lis vos mots avec attention. Si tu le souhaites, tu peux aussi soutenir la chaîne en faisant un don grâce au QR code discret en bas à droite de la vidéo ou en suivant les liens dans la description. Dans cette même description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres séries de la chaîne, des histoires très différentes mais tout aussi habitées, qui t'attendent déjà. Merci encore d'avoir partagé cette nuit avec nous, prends soin de toi, garde une petite lumière près de ton lit et reviens écouter la prochaine histoire de fantômes. À très bientôt pour un nouveau récit et que les noms que nous avons prononcés ce soir continuent de veiller sur ton sommeil.